qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Amiens pour Pop et Cornet, votre émission Ciné Canapé. Sarah, bonjour. Olivier, bonjour. L'humble opinion du narrateur de cette histoire est qu'il ne s'agit pas là d'un simple événement fortuit. Ce ne sont pas juste des choses qui arrivent. Il ne peut pas en être ainsi. Il m'est difficile d'expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le simple fait du hasard. Non. Ce genre de choses étranges arrive tout le temps. Ouais, aujourd'hui c'est hasard et coïncidence. C'est ça, hasard et coïncidence, et un petit peu notre choix personnel. Pas oublier le libre arbitre. Aujourd'hui, on va vous parler de Magnolia, donc un film de Paul Thomas Anderson sorti en 1999. Un petit peu parce qu'on l'adore, et puis aussi un petit peu parce que un des acteurs est mort récemment et qu'on avait envie de revenir sur le film. Donc pour Philippe Seymour Hoffman, aujourd'hui, on fait ça. On a, disons-le clairement, on a profité extrêmement lâchement de sa mort pour parler d'un des films, c'est probablement le film qui nous plaît le plus à tous les deux. Oui, sans doute, pour des raisons très différentes et qui en même temps se rejoignent. Donc voilà, rien que pour ça, ça valait le coup un petit peu de le choisir. Donc comment est-ce qu'on pourrait le pitcher ? Alors le pitch de base, ça se passe à Los Angeles, dans le même quartier, je crois, mais qui doit être un quartier gigantesque. Et en fait, on suit sur 24 heures, il y a 8 ou 9 personnages principaux. Donc j'insiste, principaux, pas secondaires, que des rôles principaux, donc un film choral. Et donc c'est 8 ou 9 personnages qui vont finir par se croiser, se rencontrer, se rendre compte qu'ils sont liés et qui de toute façon d'une manière ou d'une autre sont tous reliés les uns aux autres. Et donc voilà, c'est 24 heures d'une espèce de destin et en même temps non et en même temps juste de choses bizarres qui arrivent parce que voilà, dans la vie il se passe des choses bizarres. Oui, c'est en référence à effectivement Paul Thomas Anderson est un fanatique absolu de Robert Altman qui avait déjà fait beaucoup de films chorales, notamment Shortcuts. C'est Paul Thomas Anderson après déjà Boogie Nights, dont tu vas d'ailleurs nous reparler vite fait après, a tenté encore une fois de faire un vrai grand film choral à la façon de son maître Altman. Voilà, et jackpot parce que dans le genre c'est quand même un petit bijou. Enfin, il serait dur, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse venir me dire le contraire avec un truc construit et un raisonnement par A plus B. J'ai lu quelques mauvaises critiques comme quoi c'était trop stylistique, c'est trop de la démonstration, ça manque de profondeur, ce en quoi je ne suis pas d'accord. Ouais, mais en même temps, il y a toujours des gens... Oui. Bon. Globalement, il a quand même eu un très grand accueil critique, il a été boudé aux Oscars. Oui, sans doute qu'il y avait des choses qui sont passées au-dessus, qui ont été plus intéressantes, qui ont été plus populaires, qui ont été plus saluées, plus attendues, plus longtemps ce qu'on veut. Ils ont été nommés dans, je sais pas, il doit y avoir une 50aine de catégories, tout festival confondu, et ils ont gagné l'Ours d'Or de Berlin en 2000. Voilà, donc ils sont pas non plus totalement oubliés. C'est une très très grosse récompense. Je rappelle le Festival de Berlin étant le festival international le plus important après Cannes, à égalité avec Venise. Bon, ça c'est dit. Du coup, par où commencer ? Parce que c'est compliqué comme truc, c'est complexe. Ça dure quand même 3h15 et il se passe beaucoup de choses. Les acteurs, déjà. Ouais, alors au casting, on peut faire le casting en même temps que l'histoire. On a d'abord l'histoire de Linda et de Earl, donc Julianne Moore et Jason Robards respectivement. Donc un personnage qui est mourant, sa femme qui est dépressive et leur infirmier. Voilà, la femme étant beaucoup plus jeune que le mari qui est en train de mourir de maladie, mais de vieillesse, pour ainsi dire. Oh, il meurt d'un cancer du poumon quand même. À 80, improbable 80-85 balais. C'est pas faux. Donc voilà, on a ce couple et donc leur infirmier aux États-Unis. On a beaucoup de gens des infirmiers à domicile qui font des relais. Donc un personnage qui arrive, qui est joué par Philippe Seymour Hoffman, qui s'appelle Phil Pharma d'ailleurs.
et qui va s'occuper en gros des derniers instants de Earl Partridge. Earl Partridge qui est obsédé par l'idée de retrouver donc son fils. Voilà, son fils, donc Frank T.J. McKee, qui est joué par Tom Cruise. Incroyable. C'est le meilleur rôle de sa vie. Hein, oui, oui. Prends le clairement. risque de le dire et de l'affirmer. Non, mais clairement. De Frank McKee, qui est un espèce de gourou du machisme ambiant et qui fait des conférences à travers les États-Unis sur le domptage des petites nénettes. Voilà, c'est pour reprendre un peu ces mots, c'est la revanche de la bite sur la chatte. Hein, c'est clairement la façon dont il parle quand même. Ouais, il le dit. Ouais, oui, bon. Il y a un autre terme, bon, j'arrive pas à me rappeler. Ouais. En anglais, ça donne ça en tout cas. Cock versus Pussy. Oui. Donc, bon, voilà, pour donner un petit peu le personnage donc de Frank, donc qui est cherché par l'infirmier, tout en étant pendant ce temps-là en train de faire une conférence et pendant ce temps-là en train de se faire interviewer par une journaliste. Une interview qui va d'ailleurs pas très très bien se passer. On peut peut-être écouter un extrait du moment où l'interview bascule, on va dire. C'est le petit échantillon qui suffit à dire que Tom Cruise c'est climax de carrière. Oh, je vous en prie, Frank. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Oui. Je vous juge en silence. Donc le personnage de Tom Cruise qui c'est l'homme recherché pendant tout le film. Il est ailleurs, il est occupé, il est infâme et on l'adore. Oui. Il est complètement survolté, c'est assez fabuleux. Plein d'autres personnages, donc on peut passer tout de suite sur le personnage incarné par William H. Macy, Donnie Smith. Oui, Donnie Smith qui est il doit approcher la cinquantaine, c'est un ancien enfant star qui a gagné un jeu télévisé qui met en scène des enfants contre des adultes quand il avait une dizaine d'années et qui est en fait l'incarnation d'un espèce de gamin qui a connu la gloire et qui a été complètement déchu après. Oui, parce que notamment, il s'est fait voler par ses parents, ce qui fait référence à beaucoup d'histoires. On pense à Macaulay Culkin, par exemple, à qui il est arrivé approximativement la même chose. C'est exactement ça, ouais. Donc un personnage qui périclite complètement et qui fait à peu près tout et n'importe quoi pour qu'on le remarque et pour qu'on l'aime. Par amour, oui. Voilà, il cherche l'amour et c'est un personnage très triste et très malheureux et en même temps très attachant et qui finit par pas se laisser faire à un moment. Sans brûler tous nos extraits tout de suite, on va peut-être tout de suite passer celui de William H. Macy. Ah, William H. Macy, ouais. Qui est donc dans un bar à ce moment-là, qui est saoul et qui commence à dire certaines vérités qu'il ne voulait pas dire, mais qui en même temps est complètement perdu par l'ivresse. Et tout ça sur une super BO. Je suis le petit génie Donnie Smith du jeu télé. Ça doit remonter à avant ma naissance. Ça me revient maintenant, oui, c'était dans les années 60. Je suis le petit génie Donnie Smith. Comme vous dites. Un petit génie. Ouais. T'as été frappé par la foudre, toi, non, je me trompe? Oui, et alors? Ouais, je me souviens de ça. Ça vous a fait mal? Oui. Mais vous allez bien à présent. Alors à quoi bon? Quoi? C'est ce que je disais. J'étais intelligent avant. Maintenant, je suis simplement bête. Donc je me permets avant que tu reprennes la parole parce que c'est une scène que j'affectionne très particulièrement parce que c'est un échange avec un autre acteur qu'on ne revoit pas du tout pendant le film, qui est Henry Gibbons, qui est mort aussi malheureusement, et que j'aime beaucoup. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Je le connais moins. Je l'appelle Gendarme Messon, moi, personnellement. Mais voilà, mais parce qu'effectivement, il y a plein. D'ailleurs, on va continuer à vous parler des acteurs formidables qui font partie de ces 9 ou 8 premiers rôles, comme tu le disais. Mais on a des seconds rôles. On a du Felicity Huffman. Oui, on a Alfred Molina aussi qui se balade. Voilà, quelques rôles comme ça qu'on a déjà vus, qui sont complètement fous aussi, même s'ils sont extrêmement secondaires. Et donc pendant ce temps-là, pendant que le Donnie Smith senior est en train de tomber complètement dans la déchéance, on a son espèce de version 2.0. Donc on a un gamin de 10 ans, j'ai oublié le nom d'acteur par contre, on a un enfant de 10 ans qui lui est le champion actuel de ce jeu qui existe toujours, donc un jeu télévisé qui est produit par cet homme, Earl Partridge, qui est en train de mourir accessoirement, et voilà, qui est au sein de son équipe et qui est un gamin surdoué, qui est affublé d'un père un peu craignos, qui veut le faire gagner et lui faire gagner de l'argent. Voilà, simplement. donc on sent en plus qu'il pourrait lui arriver la même chose que Donnie Smith. Et mais qui finalement finira peut-être pas pareil, puisqu'il a peut-être un peu plus de rébellion. Ou de chance de rébellion, pas forcément de rébellion, mais d'occasion de se rebeller. Et tout ça présenté donc par un autre personnage principal. Oui, Jimmy Gator, ouais.
qui lui cherche. Alors ça va commencer à accélérer. C'est là qu'il faut suivre. Attends, donc Jimmy Gator qui est joué par Philip Baker Hall. Déjà. C'est aussi un autre grand pote de Paul Thomas Anderson. Il a fait tous ses autres films. Comme Seymour Hoffman d'ailleurs, effectivement, comme plusieurs personnes, pas Tom Cruise, mais les autres. Et qui est malade, qui va mourir, lui aussi d'ailleurs, bien qu'il soit un peu moins vieux que Earl Patridge. Oui. Et qui cherche à revoir sa fille, qui lui fait la gueule pour des raisons mystérieuses. Donc sa fille Claudia, qui est jouée par Melora Walters, qui est aussi une grande habituée de Anderson, et qui est pareil, mais c'est un peu le cas de tous les personnages, qui est une nana un peu perdue. Dès le générique de départ, de toute façon, on voit qu'elle se calme et qu'elle se prostitue. Donc elle se prostitue pas, elle lève des becs dans les bars, elle rentre avec. Fait un pour avoir de la drogue. Oui, bon, écoute, bon. Elle va pas bien. Non, du tout. Elle, du tout, effectivement. Elle refuse de voir son père, donc comme on l'a dit. Et avec elle, on va en revenir au narrateur, d'ailleurs, de l'histoire. Puisqu'elle va rencontrer l'homme qui pourrait améliorer sa vie, qui est un flic. Oui, qui est un flic qui va sonner chez elle un jour où elle fout le bordel, tout simplement. C'est beau le hasard ou le destin, c'est à choisir. Joué par John C. Reilly, acteur essentiellement comique qu'on adore. Qui n'est pas comique ici, qui est habituel d'ailleurs chez Paul Thomas Anderson lui aussi, qui n'est pas toujours très connu en France alors que... Disons qu'on le connaît mais qu'on ne sait pas forcément qui c'est, on ne sait pas comment il s'appelle, tout le monde connaît sa tronche mais parce qu'il a cette tête de bon copain, de mec un peu sympa et qui fait beaucoup de second rôle. Il est très connu pour être le sidekick de Will Ferrell en général, pour dire que c'est vraiment en général un acteur connu pour ses dons humoristiques alors qu'il est capable de faire beaucoup d'autres choses. Oui. Si. Oui, d'accord. Moi, je sais que je me souviens de l'avoir vu arriver en France dans Chicago. J'avais pas vu Chicago. Je l'avais vu à l'époque et je m'étais dit, c'est qui ce mec? Voilà. Il est sympa, il est chouette et en plus il chante, il a l'air merveilleux et on en est, je sais pas, 12 ans plus tard et il commence à avoir une carrière assez impressionnante et je m'arrête là parce que je l'aime beaucoup, je pourrais en parler des heures. On va parler de son personnage plutôt. Voilà, donc le personnage de Jim Curing qui est un flic gentil, sympa, cato, qui a envie de faire le bien, qui a envie que les choses soient chouettes et puis qui a envie d'avoir suffisamment une bonne vie pour qu'à un moment le mec là-haut soit cool avec toi et puis te rende l'appareil. C'est l'individu normal de cette rue complètement folle de Magnolia en fait. Donc ouais, avec le personnage de l'infirmier, avec le personnage de Philip Seymour Hoffman, c'est les deux personnages un peu posés, un peu lambda. Oui. Et c'est par eux que va arriver aussi les changements positifs. Oui, mais alors ça mène d'ailleurs à une autre conversation qu'on avait eue. Le personnage cette petite intonation, ça veut dire que tu vas pas être d'accord. Non, le personnage de C. Reilly est acteur, clairement. Acteur, je veux dire. Il agit clairement dans le film, alors que Philip Seymour Hoffman, bien qu'il recherche le fils et autres, a un rôle de spectateur. Il est nous, pour moi, Philip Seymour Hoffman. Il est celui qui regarde. Voilà, on a effectivement un extrait qui montre assez bien ça. Oui, ça fait partie. Le film en entier est extraordinaire, mais je suis inconditionnelle de cette scène parce que je la trouve brillante dans la forme et dans le fond. Je sais que ça a l'air idiot et je sais que je dois avoir l'air ridicule, comme si on était dans la scène d'un film où le type tente tout pour retrouver son fils. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est cette scène-là, et je crois qu'ils ont ce genre de scène dans les films parce qu'elles sont vraies. Oui, parce qu'elles arrivent vraiment. Et vous devez absolument me croire, c'est ce qui m'arrive maintenant. Et pour moi, il y a toute l'essence du film là-dedans. C'est-à-dire que pourquoi, après tout, ce qu'on nous montre pendant 3h15 et qui a l'air complètement dingue et totalement surréaliste, parce que dans la vraie vie, ce genre de choses n'existe pas, mais en fait, pourquoi ça n'existerait pas dans la vraie vie ? Les choses arrivent, de toute façon, c'est ce qu'ils redisent tout le temps, effectivement, que ça nous paraisse fou ou non, les choses arrivent. Donc là, on vient d'entendre, si on veut, Philip Seymour Hoffman. J'en profite immédiatement pour le dire, je suis désolé, je le dis souvent, mais vraiment, si vous avez l'occasion de le voir en VO, avec un tel casting, essayez de le voir en VO. J'ai pas d'avis. Je l'ai vu en français, je l'ai toujours vu en français et je l'ai toujours adoré en français. Oui, mais non. Oui, non, mais d'accord, si tu veux. Mais ça fait partie de ces films où tu sens que les mecs, ils ont quand même apporté un soin particulier au doublage parce que quelqu'un a senti à un moment que c'était un film important et qu'il fallait faire gaffe. Moi, pour information, voilà. je l'ai entendu pour la première fois en français pour préparer cette émission. Oh non. Ça m'a fait un peu bizarre. Comment tu te la pètes? Mais dis donc.
D'accord. Bon, admettons. Donc, on a fait le tour des personnages, on a fait le tour du casting. Il y a une dernière chose qui est importante. Alors, au scénar, c'est Paul Thomas Anderson, comme sur tous ses films. À la production. À la production, voilà. Mais surtout, la musique, qui fait partie intégrante du film, qui est faite par John Byron pour le score et Aimé Mann pour la BO pure pour la chanson, qui est juste exceptionnelle. Et voilà, une fois n'est pas coutume, on a décidé qu'on allait vous passer un morceau dans cette émission parce que c'est vachement bien la BO et qu'on avait vachement envie de vous faire écouter une chanson. Ok, Mr. Mix. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. Number much, much worse than two. One is the number divided by two. One is decided to bring down the curtain. One thing's for certain, there's nothing to keep them together. Oui. C'est dur, hein. De reprendre après ça, parce que ça fait des frissons. Bah oui, en tout cas moi, cette BO est toujours liée à ce film et à chaque fois ça me fait pas mal d'effets. C'est la chanson qui passe. Là ça va, je ne pleure pas trop parce que c'est le début du film. Oui, c'est la chanson de présentation qui fait une espèce de grande fresque générale de tous les personnages principaux, comme il a l'habitude de faire hein, sur ses films chorales. Donc voilà, en 2 minutes, 3 minutes, on a 9 personnages dont on sait tout de suite qui ils sont, où ils vont, comment ça va se passer, enfin des dessins de caractères qui sont juste brillantissimes. Et là je vais en profiter pour commencer à emmerder un peu le monde avec l'aspect technique, mais sur un montage absolument éblouissant. De toute façon, Paul Thomas Anderson, c'est vraiment techniquement l'un des réalisateurs qui m'impressionne le plus. C'est lui qui m'a fait aimer particulièrement les plans séquences virtuoses. Je vais pas décrire dans le détail, j'avais juste effectivement réentendu récemment une petite info, PTA, c'est comme ça qu'on l'appelle quand on est intime. PTA est pote avec Tarantino et Tarantino avait dit une fois, pour me maintenir au niveau, il avait dit quelque chose du genre, pour me maintenir au niveau, je regarde les films de Paul Thomas Anderson, ça me force à rester au top. Voilà, donc... La glace. Bah oui, non mais... Non, mais je suis d'accord. Tu parlais tout à l'heure des critiques un peu qui trouvaient que c'était très stylisé, très ampoulé, très machin.
faut pas oublier non plus que Paul Thomas Anderson, dans le genre, c'est un mec qui s'est fait tout seul. Je crois que c'est son 4e film, Magnolia, et... Troisième. Troisième Ouais. Y a rien eu entre Boogie Nights et ça? Non. Ah, bon, alors d'accord, c'est son 3e film, et pour un mec qui un jour s'est levé et qui a acheté une caméra, c'est juste absolument extraordinaire, et j'ai du mal à concevoir qu'on puisse trouver ça trop, parce que c'est tellement impressionnant quand Je crois tu regardes. quand les critiques disaient trop, il parlait du style, il disait parler du style, mais finalement ça ne devait pas être ça parce que c'était le côté film choral Altman qui devait leur déplaire très probablement. Vu qu'après, quelques temps plus tard, il a fait There Will Be Blood, qui ce coup-ci n'avait eu aucune critique négative. Oui. Qui était beaucoup plus simple, beaucoup plus classique dans son scénario, mais toujours aussi maîtrisé dans sa forme. Ouais, peut-être. Alors peut-être que ça a l'air un peu pompeux comme ça, parce que ça parle quand même de destin, ça parle de trucs improbables, ça parle d'enfants qu'on maltraite et d'adultes qui s'autodétruisent. Je sais plus qui avait déclaré un truc pareil. Mais bon, on va être d'accord, Olivier. Tu vas pas me contredire. C'est un film qui prend au trip, et c'est un film qui fait chialer. Oui. C'est un truc où tu ressors pas intact. Cela étant dit, c'est pas non plus un truc où tu sors en te pendant. Oui, tu as raison. Pour moi, rien que pour ça peut pas être un film pompeux, parce que voilà, tu sors et tu fais quand même, c'est bien la vie, c'est chouette. Oui, tu as raison. J'étais monté sur mon piédestal en parlant de froidement de technique. Tu me rechopes par le pied en disant mais tu chiales. Et oui, c'est vrai, je chiale. Je chiale notamment beaucoup à cause de Julianne Moore. Ah oui, on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre. Et ben, on va vous la faire entendre, Julianne Moore. On va vous faire entendre ce qui fait pleurer Olivier. M'appelez pas ma petite dame, j'arrive ici, je vous présente des ordonnances, vous contrôlez, vous passez vos coups de fil, vous êtes méfiant, vous me questionnez, je suis malade. Il n'y a que la maladie autour de moi et vous me faites chier avec vos questions sur ma vie. Qu'est-ce qui va pas? Vous avez un mourant dans votre maison, dans votre lit. Mais qu'est-ce que vous faites de la décence et vos putains de questions à vomir? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous chiez sur ma vie, voilà ce qui va pas. Et vous m'avez appelé ma petite dame. Honte à vous. Honte à vous. Non mais non, je ne chiale pas, il me faut la VO quand même. Oui, bon, d'accord, j'avoue que c'est pas le truc le plus réussi de la VF, mais voilà, c'est pas un truc larmoyant, c'est pas un truc où on s'apitoie, c'est pas un truc... Attention, on ne fait que de pleurer, mais pas que de tristesse. Ah oui. Ça, j'insiste là-dessus. Non, mais c'est pour ça que je dis qu'on fait... Voilà, il y a quelque chose en même temps de très vivant et de très exaltant dans ce que tu regardes. Et pour revenir sur la forme qui va avec le fond, la forme est un truc totalement vertigineux et t'es obligé de partir avec. Quand t'en sors, t'es complètement déglingué, mais t'as pas du tout envie de te pendre. T'as envie de sortir et de te dire... Non, il pleut pas, c'est bon, je peux sortir. Ça, c'est pour les gens qui auront vu le film. Finalement, c'est le dernier point sur lequel il faudrait insister avant de conclure l'émission. C'est de préciser que ça a l'air très triste tout ce qu'on a dit et tout, parce que le début du film présente des vies brisées et ça part très mal. C'est pas un film pour se tirer une balle, du tout. Ah, mais pas du tout. Vraiment. Donc, pas du tout, au contraire. Quelque chose à rajouter peut-être? Ouais, que c'est vachement bien et qu'il faut le voir, parce qu'en plus c'est pas un film, c'est un film un peu mésestimé, je trouve, qu'on a laissé un peu de côté, qu'on connaît pas forcément et qu'on va pas forcément aller voir spontanément, parce que 3 ans et quart ça fait fuir les gens, mais vraiment, il faut avoir la curiosité d'aller voir, parce que c'est franchement impressionnant. C'est vraiment à voir. Si vraiment vous pouvez pas, il faut quand même essayer de voir au moins un Paul Thomas Anderson, un autre, je sais pas lequel par exemple, Sarah, conseil du jour. Ah bah oui, alors une fois n'est pas coutume non plus, conseil du jour, ce sera aussi un film de Paul Thomas Anderson, à savoir Boogie Nights, donc le premier film choral, fait tout seul avec ses petites mains, avec à peu près la même bande, sauf qu'il y avait en plus Heather Graham à l'époque. Don Cheadle aussi. Et Don Cheadle. Et voilà, qui est aussi dans le genre un bijou extraordinaire de son genre de cinéma, du film choral et de cinéma en général. Et que là, d'accord, je suis d'accord avec toi, faut le voir en VO. C'est juste un peu plus comique, on va dire. Si je peux me permettre. Ah ben moi je le trouve beaucoup plus tragique pour le coup. Ah, comme quoi? Ouais. C'est bien. Tu ris beaucoup plus, mais le fond est beaucoup plus terrible. Je comprends ce que tu veux dire. Dans l'idéal, on voit les deux, de toute façon. Ah bah dans l'idéal, vous pouvez tout voir. De Paul Thomas Anderson? Ah bah oui. Oui. Franchement, vous pouvez y aller, il a fait 5 ou 6 films. Il y a The Master qui vient d'apparaître à 10 € à la Fnac. Je dis ça, je dis rien, mais moi ça sera pas mon conseil. D'accord, Olivier, ton conseil du genre, c'est quoi? Alors c'est à propos des Oscars, on parle toujours des chances françaises et jamais des films d'animation. Il y a Ernest et Célestine qui est sorti en DVD chez nous, de Benjamin René, Stéphane Aubier et Vincent Patard. C'est donc l'adaptation par Neil Pénac de la série de livres pour enfants, et le film est absolument superbe. Il s'adresse vraiment aux petits. Pour une fois, les 4 ans peuvent parfaitement aller le voir, je dirais. Et j'ai vraiment trouvé ça génial.
Ok, d'accord. On va se repasser un petit coup de Amy Mann avant de se. Oui, pour finir, sur un morceau de la BO comme d'habitude pour une fois. En même temps, on n'a pas le choix vu qu'elle a fait toute la BO. On va vous quitter avec une chanson qui s'appelle Momentum, donc de Amy Mann sur la BO de Magnolia. Et comme le disait Woody Harrelson dans True Detective, tu es le Michael Jordan des fils de pute. Than life, and it's brought me to my current agenda, where abundant enough fulfillment has yet to arrive. And I know life is getting shorter. I can't bring myself to set the scene, even when it's approaching torture. I've got my routine. Oh, for the sake of momentum, even though I agree with the stuff about seizing the day, but I hate to think of effort expended, all those minutes and days and hours I've frittered away. And I know life is getting shorter. I can't bring myself to set the scene, even when it's approaching torture. I've got my routine, but I can't confront the downside. So it can match the best. But I can't confront the downside. I can't admit that maybe the past was bad. And so, for the sake of momentum, I'm condemning the future to death so it can matter.